Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui en activité de langue une leçon sur la subordonnée circonstancielle. Rappelons d'abord ce que c'est qu'une subordonnée en français. Alors, comme vous le voyez sur le document, une subordonnée est une proposition. D'abord, c'est une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, comme on l'a vu dans la définition de la phrase simple, que c'est une structure syntaxique, c'est-à-dire un ensemble de mots euh, qui ont des rapports grammaticaux les uns par rapport aux autres, rapport sujet par exemple, complément d'objet, attribut du sujet ou quelque chose comme ça. Mais l'essentiel, c'est que ça doit être un groupe de mots dont le noyau est un verbe conjugué. Un verbe conjugué et un seul. Donc, une proposition, c'est un groupe de mots dont le noyau est un verbe conjugué. Très bien. De ce point de vue, une proposition peut être indépendante, c'est-à-dire être commencée par une majuscule et se terminer par un point. N'importe quel point, point d'interrogation, point d'exclamation ou point final. Donc, il est plus facile maintenant de savoir ce que c'est qu'une proposition subordonnée. Eh bien, c'est une proposition. Donc, c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Mais c'est une proposition qui dépend syntaxiquement d'une autre proposition. Donc, la subordonnée implique qu'il y a une autre proposition placée avant ou après, en général c'est avant, et qui est appelée principale. Pourquoi elle est appelée principale? Eh bien, parce que la proposition principale, c'est elle qui est aux commandes. C'est elle qui gère les temps de la subordonnée. C'est elle qui, par exemple, appelle l'emploi du subjonctif ou de l'indicatif selon les cas, etc., etc. Je vais d'abord vous rappeler les différents types de subordonnées en français. Donc, il y a quatre types de subordonnées en français, comme vous le voyez sur l'écran. Vous avez d'abord les complétives. Les complétives, on les a vues quand on a étudié le discours rapporté, la transformation indirecte. Nous avons dit que les types de phrases déclaratives, interrogatives et impératives, quand on les met au style indirect, eh bien, ça nous donne des complétives. Mais il n'y a pas que cela dans les complétives, il y a aussi ce qu'on appelle la complétive infinitive, comme par exemple j'entends les oiseaux chanter, qui commence par un verbe dont la principale est un verbe de perception, mais ça c'est une autre paire de manches. Alors vous avez donc les complétives, complétives par que, complétives interrogatives indirectes, complétives impératives indirectes, complétives infinitives, voilà. Donc vous avez aussi ce qu'on appelle les subordonnées relatives. Les subordonnées relatives sont répartis en deux types. Donc, vous avez les relatives adjectives, dont le pronom est relatif à un antécédent dans la proposition principale. Par exemple, je lis le livre que tu m'as offert. Donc, vous avez le que pronom relatif qui renvoie dans la proposition principale à livre, par exemple. Ça s'appelle une subordonnée relative. Et c'est une subordonnée relative adjective. Pourquoi? Parce qu'elle joue auprès du nom auquel elle renvoie, celui qui se trouve, l'antécédent, on l'appelle l'antécédent, il se trouve toujours dans la principale, elle joue le rôle d'adjectif, c'est-à-dire qu'elle joue le même rôle qu'un adjectif. Par exemple, quand vous dites « je vois l'homme qui sourit », je peux remplacer la subordonnée relative qui sourit par l'adjectif souriant. Je vois l'homme souriant. La même chose quand je dis j'ai rencontré un homme qui est heureux. Donc je remplace qui est heureux par heureux. Et d'ailleurs, cette relative adjective a la même fonction de l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire épithète, attribut, apposé. Ces relatives adjectives peuvent être soit déterminatives, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans la continuité de la phrase, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de virgule entre la principale et la subordonnée, ou bien explicatives, et dans ce cas-là, je mets la relative entre virgules. Vous avez un autre type de relative qui s'appelle les relatives nominales ou les relatives substantives.
Les relatifs nominales sont tout simplement des relatifs dont le pronom relatif n'a pas d'antécédent. Par exemple, dans certains proverbes comme qui dort dîne, qui va à la chasse perd sa place, qui m'aime me suit, etc., etc. Vous avez les circonstanciels qu'on va voir aujourd'hui, et vous avez enfin les participiales. Alors les participiales, comme l'indique leur nom, contiennent un participe, un verbe au participe, au mode participe, que ce soit le participe présent ou le participe passé, il importe peu. Mais l'essentiel, c'est que ce participe doit être géré par un sujet différent du sujet de la principale. Voilà donc un tour d'horizon des différents types de subordonnés. On revient à notre leçon. Donc nous avons dit qu'une subordonnée est d'abord une proposition qui dépend d'une autre proposition dite principale. Donc elle est subordonnée. Vous savez, dans une société, dans une usine, vous avez le patron et vous avez les subordonnés, c'est-à-dire les employés, ceux qui sont au-dessous de lui, sur le plan hiérarchique, qui dépendent de lui, c'est lui qui les paye, c'est lui qui leur donne du travail, ou les met au chômage, etc., etc. C'est la même chose avec la subordonnée et la principale. Donc la subordonnée circonstancielle maintenant, elle est introduite par une conjonction de subordination. Pourquoi il est intéressant de le dire? Parce que toutes les subordonnées ne commencent pas par une conjonction de subordination, comme par exemple dans le cas des subordonnées relatives. Il n'y a pas de conjonction de subordination, il y a des pronoms relatifs. Très bien. Donc, il faut qu'il y ait dans la circonstancielle, il faut qu'elle soit introduite par une conjonction de subordination. Impliquant cette conjonction, ce connecteur logique doit impliquer un rapport de cause, de conséquence, de but, de temps, vous avez plusieurs sortes de circonstanciels. Et bien entendu, cette subordonnée circonstancielle indique chaque fois, c'est un élément qui n'est pas, c'est un constituant non essentiel dans la phrase, c'est-à-dire on peut le supprimer. C'est vrai qu'on aura une information de moins, mais la phrase restera quand même une structure complète, grammaticale. Et donc la circonstancielle, comme l'indique son nom, exprime les circonstances dans lesquelles une action a été accompli, ou même un état a été subi. Par exemple, je souffrais à l'école. Ah ouais, là, c'est un verbe d'état. Et quand vous dites j'ai travaillé dans cette usine, c'est un verbe d'action, et dans les deux cas, vous avez un complément circonstanciel, soit de lieu, soit de temps, soit etc., etc. Voilà, donc les subordonnées circonstancielles se répartissent, se subdivisent en plusieurs types. Alors tout le monde les connaît, mais il vaut mieux savoir comment elles se présentent dans les phrases. Vous avez par exemple les subordonnées de temps. Et pour les subordonnées de temps, on peut employer beaucoup de conjonctions de subordination. Par exemple, vous avez à mesure que qui exprime une progression dans le temps. À mesure que exprime une progression dans le temps. Vous avez également, à mesure qu'il travaille, ses résultats s'améliorent. Vous avez sans doute remarqué la subordonnée, elle est placée en début de phrase. En général, elle est après, elle est rejetée à la fin de la phrase, mais ici, elle est mise en relief parce que le sens de la subordonnée, de la circonstance du procès, est plus importante que le procès lui-même. Donc, vous avez à mesure que qui indique une progression dans le temps. Je vais essayer de souligner ça, mais pour cela, il faut que je m'éloigne un peu du il. Voilà, parce que le il ne fait pas partie de la conjonction. Voilà. Voilà, je souligne. Deuxième phrase, phrase B. Révise tes leçons tandis que je vais faire les courses. Alors, vous avez sans doute reconnu la conjonction de subordination. Je vous rappelle que la conjonction de subordination, et ça on l'a vu en classe, que en général, les conjonctions de subordination
sont des conjonctions qui se terminent par que. Ou bien elles sont formées de que, comme dans le cas de la complétive par que, je pense que tu es malade, ou bien c'est une locution conjonctive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments, comme par exemple afin que, de sorte que, tant et si bien que. Mais il peut arriver que la conjonction de subordination ne se termine pas par que, et ça, je vous l'ai dit et répété en classe, dans le cas du temps avec quand, la comparaison ou même la cause, ou même le temps avec comme. Vous avez également, c'est le cas aussi avec si, de la condition, quand bien même pour la concession, etc. Et on n'a pas beaucoup, hein, au cas où, mais je vais dire que 99% des conjonctions de subordination se terminent par que, comme c'est le cas ici. À mesure que, ici vous avez tandis que. Alors, tandis que, je souligne, et voilà, ma subordonnée c'est tandis que je vais faire les courses. Et ici, la conjonction tandis que implique un rapport de simultanéité entre l'action de réviser et l'action de faire les courses. Les deux sujets exécutent des actions simultanément, en même temps. Et c'est le rôle de tandis que. Je vous rappelle que tandis que peut indiquer aussi l'opposition. Par exemple, tandis que son frère travaille, lui, il dort, par exemple. Petit c, la mort vient avant que nous puissions apprendre à vivre. Ça, c'est une citation d'un auteur dont j'ai oublié le nom, mais il est toujours intéressant elle a l'apparence d'une parabole. Donc, avant que, vous avez avant que ici, on va souligner la conjonction de subordination. Évidemment, c'est une conjonction de temps. La subordonnée est donc avant que nous puissions apprendre à vivre. La subordonnée, c'est la conjonction de subordination plus la proposition subordonnée. Donc, c'est ce tout qui s'appelle subordonné. On dit proposition parce qu'elle contient un verbe, subordonnée parce qu'elle commence par une conjonction de subordination, et circonstancielle parce qu'elle exprime les circonstances de l'action, ou ce qu'on appelle les circonstances du procès. On passe maintenant à la subordonnée de cause. Pour la subordonnée de cause, il y en a beaucoup, hein. Là, je vous ai donné seulement 2 exemples. Vous avez par exemple, puisqu'il pleut, je prendrai mon parapluie. Alors, évidemment, vous avez ici un autre cas de la conjonction. Ici, c'est une conjonction simple, elle n'est pas composée, donc ce n'est pas une locution. Donc, je vais la souligner et je vais dire donc que puisqu'il pleut est une subordonnée circonstancielle de cause. C'est-à-dire, je prendrai mon parapluie parce qu'il pleut. Voilà la raison, le motif pour lequel je prends le parapluie. Vous avez ensuite dans petit b, bien. Alors non, bien que la pluie fasse des... Non. Alors cette phrase, elle n'est pas correcte. On va donc la remplacer par quelque chose d'autre, d'accord? Et sans doute qu'on va la trouver dans les subordonnées de concession. Donc on va mettre une autre phrase, subordonnée de cause, la police par exemple, comme la police fait peu d'efforts, par exemple, dans le quartier, d'accord, le banditisme continue à battre son plein. Donc vous avez ici la conjonction comme. Remarquez qu'il n'y a pas de que, mais c'est une conjonction de subordination. Je peux l'utiliser soit dans les subordonnées de cause, comme ici, comme il est malade, il n'est pas venu, par exemple, ou bien dans les subordonnées de comparaison, comme on va le voir tout à l'heure, ou même dans donc qu'est-ce qu'on a dit, et même parfois le temps, comme c'est l'heure de déjeuner, je vais aller manger, par exemple. Vous avez en grand 3 les subordonnées de conséquences. Alors, les subordonnées de conséquences indiquent donc les conséquences
d'une action. Le professeur fait une révision de cours de sorte que ses élèves obtiennent de bonnes notes. Vous avez ici la conjonction de subordination de sorte que qui implique une conséquence. Donc, la cause, c'est la révision du cours par le professeur. La conséquence, c'est l'obtention de bonnes notes par les élèves. La subordonnée est donc de sorte que ses élèves obtiennent de bonnes notes. Petit B, Marcel a fumé pendant des années, si bien qu'il est mort d'un cancer du poumon. Si bien que, vous l'avez vu, sans doute, là, j'éloigne un peu le il et je souligne la conjonction de subordination, si bien que. Et j'obtiens ainsi une subordonnée commençant par si bien que, subordonnée de conséquence. Alors, de sorte que, si bien que, petit c, ce type est un ingrat. Ce type, est si ingrat qu'il ne remercie jamais. Alors, remarquez que ici, vous avez une conséquence. Quelle est la conséquence? C'est il ne remercie jamais. Et ceci, cette ingratitude, le fait qu'il ne remercie pas est la conséquence du fait qu'il est ingrat. Donc, la conjonction, cette fois-ci, est un morphème, on l'appelle morphème discontinu, ça veut dire que j'ai intercalé entre les deux fractions, les deux fragments de la conjonction, un adjectif. Ça peut arriver comme par exemple avec tellement que, il est tellement heureux qu'il se met à chanter, par exemple. Donc il peut arriver que la conjonction soit formée de deux éléments entre lesquels on imbrique un adjectif qualificatif. Grand 4, les subordonnées de but. Évidemment, on a creusé une piscine pour que les enfants puissent se baigner. Alors bien sûr, le connecteur de but, c'est pour que. Si j'avais seulement pour, ce serait une préposition. Par exemple, je dirais, il travaille pour vivre. Mais comme il n'y a que, ça devient une conjonction de subordination. Alors la subordonnée de but ici, ou ce qu'on appelle les subordonnées finales, et pour que les enfants puissent se baigner. Petit b, Serge travaille sans relâche de crainte que son entreprise ne fasse faillite. Bien sûr, de crainte que. D'accord? Voilà. Donc, de crainte que est une locution conjonctive de subordination impliquant un rapport de but entre la proposition principale et la proposition subordonnée. La subordonnée, ou ce qu'on appelle les subordonnées de condition, ou les subordonnées hypothétiques. Je te prêterai, je vais revenir un peu, juste pour vous dire que le si ici, si vous avez remarqué dans les subordonnées de conséquence, vous avez le si qui n'a pas un sens de condition, mais un sens d'intensité. Hein. Il exprime l'intensité de l'ingratitude. Bien sûr, si exprime cette idée-là aussi dans les phrases exclamatives comme il est si gentil, etc., etc. Donc je reviens aux subordonnées de condition. Je te prêterai de l'argent à condition que tu me le rendes. Donc évidemment, vous voyez le que et à condition que et la conjonction de subordination. Je te prêterai de l'argent. La condition c'est tu me le rends. Donc vous avez le subjonctif. En général, vous avez toujours le subjonctif après à condition que, pour peu que. Il y a des subordonnés, des connecteurs comme ça, des conjonctions qui obligent à ce qu'on emploie parfois le mode subjonctif, comme par exemple afin que. J'explique la leçon afin qu'ils comprennent. Je suis obligé de mettre le subjonctif. Ça s'appelle une servitude grammaticale, c'est-à-dire c'est une contrainte. Je suis obligé de le mettre. Il n'a pas de sens par lui-même, c'est juste parce qu'il y a telle ou telle conjonction de subordination. Pour peu qu'il fasse des efforts, il réussira. Donc, pour reconnaître
Ça, c'est pour renforcer votre compréhension de ce que c'est qu'une subordonnée et ce que c'est qu'une principale. La principale est toujours une proposition qui peut former à elle seule une phrase. On peut dire « il réussira ». Par contre, on ne peut pas dire comme ça « pour peu qu'il fasse des efforts et nous arrêter ». Ce serait une phrase inachevée. Donc c'est pour cela qu'elle est dite subordonnée, c'est-à-dire qu'elle dépend de la proposition principale. Donc ici, je vais souligner, comme vous pouvez le voir, pour que, et remarquez que les subordonnés se trouvent tantôt avant la principale, tantôt après. Petit c, pourvu qu'il fasse beau, nous ferons un pique-nique. Donc vous avez pourvu que, c'est une condition souhaitée. D'accord? Bon, je vais éloigner encore une fois le il, pourvu que c'est quelque chose qui est souhaité. D'accord? Les subordonnés de concession. Alors, en général, on a l'habitude de les appeler les subordonnés d'opposition ou de concession. C'est vrai qu'il y a opposition dans la concession comme dans l'opposition, mais la seule différence, c'est que dans la concession, vous avez une opposition entre une cause et une conséquence contraire à la conséquence attendue. Nous allons illustrer ce sens-là par les phrases qui suivent. Petit a, Paul poursuit son travail même s'il n'est pas sûr du résultat. Alors, normalement, si Paul n'est pas sûr du résultat, il ne devrait pas poursuivre son travail. C'est la conséquence qui poursuit son travail est une conséquence paradoxale et elle est inattendue. Et c'est pour cela qu'on parle de subordonné de concession. D'accord? Voilà. Je souligne la conjonction de subordination ou la locution conjonctive de subordination. Quand bien même il aurait de l'argent, il trouverait toujours une raison d'être malheureux. Alors là, vous avez deviné, je vous en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, il n'y a pas de que, mais c'est l'une des rares conjonctions de subordination qui ne se termine pas par que, quand bien même. Et ce quand bien même, en général, il est toujours employé avec le conditionnel, le mode conditionnel, voilà. C'est-à-dire, même s'il avait de l'argent, il trouverait toujours raison à être malheureux. Donc normalement, il ne devrait pas être malheureux, mais lui, il est malheureux. Donc c'est une conséquence bizarre, étrange. On parle de concession. Petit c, je préfère satisfaire ma conscience plutôt que de satisfaire les autres. Ici donc, vous avez la même chose, vous avez plutôt que. Si on avait seulement plutôt, ce serait un adverbe, mais là c'est plutôt que. Plutôt que est donc une conjonction de subordination. D'accord? Voilà. Et le syntagme ou le plutôt que de satisfaire les autres est une proposition parce que vous avez le verbe satisfaire. Vous avez également la conjonction, donc elle est subordonnée et elle est circonstancielle et exprime les circonstances du procès préféré satisfaire. Les subordonnés, enfin, de comparaison sont, comme l'indique leur nom, des subordonnés qui expriment un rapport d'analogie entre deux faits, de personnes, de choses, bref, entre deux éléments, dont l'un est le comparé et l'autre le comparant. Et la conjonction de subordination joue, quant à elle, le rôle d'outil de comparaison. Dans petit a, vous avez Lucie est aussi belle que son frère est intelligent. Alors, remarquez que ici encore, vous avez une conjonction qui est un morphème discontinu. Vous savez, l'adjectif
entre aussi et que, comme on l'a vu tout à l'heure dans la conséquence avec si que. D'accord? Donc, dans petit b, vous avez la mère de Jacques lui a préparé un plat tel qu'il le préfère. Évidemment, la conjonction, c'est tel que, d'accord, tel que, conjonction de subordination, et le tel qu'il le préfère est une proposition subordonnée comparative. Petit c, cet enfant est plus intelligent que je ne croyais. Donc, vous avez là une comparaison ici entre l'intelligence de l'enfant et ce que le je croyais de cette intelligence. Il y a une comparaison. Donc, c'est-à-dire que moi, je croyais qu'il était intelligent, mais en réalité, il est plus intelligent que je ne croyais qu'il l'était. Voilà. Parce que, en fait, ici, vous avez, cette phrase est une phrase elliptique. Ça veut dire qu'on a sous-entendu des éléments. Normalement, on devrait dire cet enfant, normalement, mais on le dit aussi comme ça, par principe d'économie, cet enfant est plus intelligent que je ne croyais qu'il était intelligent. C'est comme quand vous dites, il est comme son frère. Il joue comme son frère. Ça veut dire, il joue comme son frère joue. Voilà. Je souligne la conjonction de comparaison plus que. Alors évidemment, on peut trouver plus que, moins que, aussi que, ainsi que, etc., etc. Bon, voilà, c'est fini. Je vous retrouve dans l'exercice. À bientôt et bonne chance.